Bienvenue sur Ensemble, le podcast de témoignages de couple sans filtre. On parle souvent du début des relations, mais moi, je vais écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors avec Ensemble, on plonge dans l'intimité d'amoureux qui nous racontent leur histoire à deux voix. Ils partagent avec nous les hauts et les bas de leur relation, les clés qui les ont aidés à durer et les leçons tirées de leur vie à deux. Ici, pas de couple goal, pas de recette magique, juste des récits vrais, inspirants et déculpabilisants. Alors rendez-vous chaque lundi pour découvrir un nouveau témoignage. Aujourd'hui, je reçois un couple ensemble depuis 46 ans. Elle, c'est Carla, lui, c'est Carlo. Oui, ça ne s'invente pas. Tous les deux sont thérapeutes et ont accompagné plus de 15 000 couples. Pourtant, au début, ils étaient loin d'être des experts du couple. Après leur rencontre, ils se disputent presque tous les jours pendant plus de 15 ans. S'installe une vraie spirale de reproches, d'incompréhension et d'attentes déçues. Dans cet épisode, ils reviennent sur ces années de tension, puis sur la découverte de la méthode Imago qu'ils enseignent aujourd'hui et qui a transformé leur façon de communiquer, de se connecter et de s'apaiser. On parle de ces différences qui nous agacent, des reproches qui s'installent, des disputes qui explosent, et surtout de comment s'en sortir pour retrouver le lien, la complicité et l'apaisement à deux. C'est un témoignage plein de sagesse, concret et inspirant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Carlo et Carla, merci de me recevoir chez vous, merci pour cette interview. Je précise toujours que Carla et Carlo, ce ne sont pas des noms de scène, ce sont nos vrais prénoms, parce que parfois les gens se disent oui, c'est un peu bizarre quand même. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Je m'étais séparée de mon mari et puis j'étais à Lausanne avec mes deux enfants. Mes enfants étaient assez... Bien sûr, c'était pas très facile pour eux. Et mon fils, il disait, ouais, mais on va s'embêter ce soir et tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on aille où? Puis il dit, mais on peut aller voir un match de hockey. Tout à la fin, on va boire un verre et arrive un gars, c'est-à-dire Carlo. Il ouvre la porte, je le vois de profil et je me dis, waouh, cet homme, mais ça pourrait être mon mari. Et puis c'était Carlo qui était le gardien de l'équipe de hockey. Donc toi, tu avais été mariée avant et tu avais deux enfants de ce premier mariage. Oui, Carlo avait très bien vu les enfants. Hein. Il est venu boire un pot à notre table. Encore un hasard. Je me suis dit, ça va pas jouer. Puis de toute façon, j'avais pas du tout envie d'être en couple après ce qui m'était arrivé. Mais quand même, il a rappelé. Mais on a eu l'occasion de se recontacter, de se revoir, de quelques occasions comme ça. Et moi, j'étais aussi invité par tes enfants, hein, qui avaient 4 et 6 ans. Mais ils m'ont beaucoup invité comme ça, et ils voulaient me connaître, ils voulaient me faire venir à la maison, ils m'ont attiré. Et donc, moi, quand j'ai rencontré Carla, en fait, j'ai rencontré 3 personnes en même temps. Et comme j'avais vraiment l'approbation des 2 petits, la troisième, bien sûr qu'elle m'intéressait beaucoup, mais sans l'accord et sans cette motivation ou cette envie des 2 petits, évidemment, j'aurais pris une certaine distance, parce que c'est pas rien de s'engager avec 3 personnes comme ça, et surtout à 30 ans. C'est eux qui voulaient presque. À ce moment-là, on s'est tout de suite mis ensemble. Ça veut dire quand même 6 mois après s'être rencontrés. D'accord, c'est devenu tout de suite sérieux. Ouais. Et toi, tu en étais où dans ta vie, personnellement, Carlo? Je travaillais dans l'entreprise familiale, j'aimais pas, c'était pas un job qui me plaisait. Je me suis un peu perdu parce que ça me plaisait vraiment pas, le business, faire des affaires, etc. C'était vraiment pas mon truc. C'était le sport qui prenait beaucoup de place, et puis les copains, et puis les sorties le week-end. Mais je sais pas, il y avait pas beaucoup d'aspiration, il y avait rien qui me guidait vraiment. Mais au moment où j'ai rencontré Carla, elle commençait une formation de psychothérapeute. Et j'étais aspiré là-dedans, et j'ai rencontré très rapidement des mentors qui m'ont encouragé en me disant, mais tu as vraiment les compétences pour devenir thérapeute. Et puis, j'ai suivi un peu Carla, qui était déjà bien avancée dans sa formation. Voilà. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré rapidement, et un beau jour, assez rapidement, en 2-3 ans, j'ai abandonné complètement l'imprimerie et j'ai dit, je me lance dans le métier de thérapeute. Qu'est-ce que vous attendiez du couple? Quelle était votre image du couple à tous les deux? Moi, je crois que j'attendais rien. C'était un peu se lancer dans l'aventure du couple. C'était, on tombe amoureux de quelqu'un, ou on s'intéresse à quelqu'un, puis on se lance là-dedans, on va comme dans un bateau, puis on rame les deux, en espérant qu'on arrive à traverser la rivière ou le lac. Mais moi, j'avais pas de vision, parce que mon modèle parental, mes parents, c'était pas un modèle très encourageant et très engageant.
Je veux dire, c'était un couple très traditionnel de l'époque où l'homme avait son rôle d'homme, la femme au foyer, mère s'occupe des enfants, fait à manger, le ménage, etc. Je les ai jamais vus dans un projet commun. Je les ai sentis toujours un peu en compétition, en conflit. Donc pour moi, le couple, j'avais aucun projet, aucune idée, aucun concept. C'était, on se met ensemble. Et toi, Carla, tu en étais où? Je me rends compte surtout dans le premier mariage, je m'étais posé aucune question ce que c'est le couple, hein. J'avais pas vraiment d'idée, mais j'avais quand même des ambitions très, très fortes. Je me rends compte après coup parce que je voulais un lien magnifique, extraordinaire, où on s'entend tout le temps, on est tout le temps d'accord, enfin voilà. Et puis ça a pas du tout marché, mais pas du tout, du Le tout. prince charmant. Oui, le prince charmant, qui du reste, j'ai tout de suite vu, n'était pas forcément charmant. Je pensais pouvoir, ah ben oui, ça c'est le gros truc, je crois. Je pensais pouvoir le changer. Il est tellement gentil avec moi de toute manière, il va faire comme j'ai besoin, comme il dit. Par rapport à l'union avec Carlo, là, j'étais déjà un peu plus consciente. C'est pour ça que j'hésitais beaucoup. J'avais pas trop envie en me disant, mais je vais pas encore une fois me brûler les ailes. Mais je pensais quand même que c'est triste d'être seule dans sa vie et que quelque part, je voulais faire un chemin avec un homme. Mais franchement, le chemin que je voulais faire, je savais pas lequel. Et donc, c'est devenu sérieux au bout de 6 mois à peu près, c'est ça? Vous avez commencé à emménager ensemble. À partir de quand les premiers accrochages, les premières disputes arrivent? Dans la première année déjà, Dès qu'on a vécu ensemble. dès qu'on s'est mis ensemble, certains problèmes ont commencé. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'on est très différents, comme on peut se rendre compte qu'on est de nature très très différente, pas seulement dans nos aspirations de vie, mais dans nos natures propres. Carla aime la rondeur, moi j'aime ce qui est un peu carré, qui est un peu... Oui, parce qu'on peut se dire, vous avez pratiquement le même prénom, Ouais. vous faites le même métier. On peut se dire, en fait, c'est du pareil au même et vous êtes pareil. Mais du coup, non. Non. Alors, pas du tout. Mais on est à l'opposé dans presque tout. Maintenant, on a beaucoup évolué durant ces 40 années, 45 années, et donc on a modifié, modéré certains aspects, l'aspérité de notre caractère, nos attitudes, et on a pu aussi écouter et s'adapter aussi un peu plus aux partenaires, mais on a gardé quand même beaucoup d'aspects fondamentaux qui sont très différents l'un de l'autre. Mais la différence, c'est au lieu que ça nous mette en conflit, en tension, ça enrichit plutôt notre vie aujourd'hui parce qu'on a plus la capacité d'accueillir la différence. On commence à apprendre, à notre âge, on commence vraiment à apprendre que la différence c'est une richesse, oui. Mais là, on arrive vraiment à l'appliquer dans notre vie, c'est-à-dire que accueillir l'autre, c'est aussi, ou accueillir ce qui est difficile à reconnaître, ou qui nous dérange chez l'autre, c'est aussi accepter de reconnaître des aspects de nous-mêmes qui étaient un peu dans l'ombre. Alors, si on en vient avant que vous vous rendiez compte de tout ça, comment ça se matérialisait ces disputes, ces incompréhensions, ces différends? Des grosses tensions. Mais pour des tas de petits trucs, ouais. hein, mais des tas, je me rappelle plus tout, mais on pouvait avoir un conflit sur 3 fois rien. Tu cites souvent le cas quand on partait au marché Je suis pas sûre qu'on habitait encore ensemble. En tout cas, c'est au début, on allait au marché le samedi matin à Lausanne, il y a un très grand marché, c'est sympa, tout le monde se rencontre là-bas, c'est l'occasion de retrouver des amis, etc. Et moi, j'étais tout guilleret, tout content. Je fonçais en avant là-bas. J'allais embrasser toutes les petites copines que j'avais ou saluer les copains. Et Carla, qui était là derrière moi, qui comprenait pas pourquoi je n'étais pas à côté d'elle, en train de me présenter. Ah oui. Moi, j'étais tout comme ça, spontanément, j'allais vers les gens. Et donc, Carla était très blessée. Il y avait ça veut dire que je trouve, et encore avec le recul, il me voyait pas tellement, il s'occupait pas tellement de moi. Donc, ça recommençait ce que j'avais déjà vécu dans le premier mariage. Et donc Carla me disait, mais enfin, tu vas vers les gens. Je dis, oui, mais enfin, c'est des amis, et toi, t'es là, t'es 10 mètres derrière, tu vas les voir. Ça me paraît normal. Et puis elle disait, mais non, mais j'ai l'impression que je compte pas pour toi, etc. Et moi, ça me renvoyait immédiatement à une histoire personnelle qui était le sentiment de ne pas être accueilli dans ma famille, de ne pas être accepté, d'être un peu rejeté. Cette analyse que ça te renvoyait à quelque chose de plus ancien, tu l'avais pas forcément sur le moment même. Ouais, on n'y comprenait rien. Il y avait beaucoup dans cette dynamique, moi abandonnique et lui se sentant rejeté. Ouais. Mais la moindre petite situation qui pouvait prendre des proportions. Ça pouvait prendre des proportions énormes parce que la réaction pour Carla, c'était toujours mais
mais fais attention à moi. Si j'arrivais en retard, elle aurait voulu que je l'avise. Je lui disais que j'arrive à telle heure, et puis si j'arrivais un quart d'heure après, c'était une catastrophe. Et moi, qu'elle puisse m'engueuler pour ça, c'était insupportable. C'était comme si elle me reconnaissait pas, comme si je devais être exactement à l'image de ce qu'elle aurait voulu comme partenaire. Et j'étais moi aussi avec mes besoins, etc. Et donc, je me sentais très fortement non accepté pour qui j'étais, et Carla se sentait non vue pour... Parce qu'il me disait, mais quand même, enfin, pour 15 minutes. Et moi, j'arrivais pas à me calmer. Et c'est seulement quand on a fait Imago qu'on a commencé à faire des ponts entre nos conflits et notre histoire passée. C'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre un peu mieux l'autre. Ben oui, comprendre que l'autre était aussi blessé, mais dans un autre aspect, une autre histoire, et qu'on se blessait mutuellement, et que voilà, on peut trouver un autre chemin que de s'engueuler, de prouver qu'on avait raison, de prouver que c'était l'autre qui était responsable. C'est parce que tu me laisses pas cet espace. Non, c'est parce que tu me vois pas, etc. Et là, on tue un couple avec ces histoires-là, on tue la relation. Et donc, ça a été quand même, on a dû fonctionner aussi sans comprendre tout ça pendant bien des années. Ouais. Mais il y avait quand même suffisamment d'amour pour aller au-delà. Oui. Comment se passaient justement les phases de réconciliation? Est-ce que vous aviez la même manière à la fois de vous disputer et de vous réconcilier? Comment ça se passait entre vous? On n'avait pas la même manière. Moi, je voulais parler tout de suite, et lui, même avec Imago, des fois, il me disait, on fera ça ce week-end, puis on était lundi. En fait, c'était très difficile. Il fallait vraiment beaucoup avoir de patience quand il me disait ça. Ça me rendait folle, hein, parce que, mais moi, j'étais du genre, OK, on a eu le conflit au marché, comme ça, on rentre, et puis on parle. Carlo, il en avait marre, probablement, je sais pas. Oui. Et puis, tu me faisais attendre, mais tout le temps. Ce qui était vraiment exactement ce que j'arrivais pas à faire, attendre. Au début, je l'écoutais beaucoup parce que pour moi, c'était nouveau, une personne qui parlait d'elle, qui parlait de ses émotions, etc. Ça m'interrogeait beaucoup parce que c'est une chose qui était interdite dans ma famille, d'exprimer des émotions, enfin interdite, en tout cas pas modélisée. Et d'avoir découvert une personne qui pouvait exprimer ses émotions, pour moi, c'était magnifique. Mais dès le moment où elle exprimait des émotions qui étaient réveillées par moi, parce que je me comportais comme ci ou comme ça, je pouvais très difficilement l'entendre. Et donc, ma façon de faire, c'était systématiquement de me couper, de fermer, de prendre la distance. Ce qui la mettait encore plus en rage, puisqu'elle se sentait pas entendue. Elle aurait aimé que je puisse vraiment prendre le temps. Mais plus elle se plaignait, plus moi je coupais, plus je prenais la distance. Donc au début, ça... On a passé des week-ends entiers à se remettre de notre petit tour au marché. Et il y avait une mécanique de reproche un peu dans vos disputes? Absolument. Et donc cette mécanique, elle a duré combien de temps? Ah, jusqu'à ce qu'on trouve Imago. Et en termes d'années, ça fait combien de temps? Ah oui, quand même. 15 ans. Alors que vous étiez, c'est intéressant, vous étiez tous les deux thérapeutes à côté, donc on peut se dire, on avait tout compris, enfin en tout cas du psychisme humain, des émotions, de l'inconscient. Bien sûr, on savait comment aider les autres, mais pour nous deux, c'était compliqué. On s'est bien battu quand même pour y arriver. On savait aider des gens individuellement, mais on n'avait encore rien compris à ce que c'est que le couple. Pour le couple, il faut 2 individus vraiment bien construits et puis une relation. Et donc, on n'était pas là, on n'était pas vraiment, ni lui ni moi, bien construits. On avait des tas de problèmes. Donc, la relation, on la mettait en place, elle pétait, on la remettait en place, elle pétait. Ça, on n'avait pas compris l'histoire que le couple est un trio puis qu'il faut avancer ensemble. J'ai enfin compris que c'était un travail en équipe, qu'il y avait peut-être un problème là au milieu, mais qu'il devait travailler ensemble. Pas moi toute seule lui dire des choses ou lui tout seul me dire des choses, qui allait automatiquement dans la critique, dans le reproche, dans la dévalorisation, dans qui a tort, qui a raison, dans la définition de l'autre. Chacun a sa part, chacun a son histoire, chacun a amené son histoire dans le couple avec ses blessures, et que c'est ensemble qu'on doit pouvoir s'aider. C'est une histoire mythique, le couple, hein, vraiment. Il y a un début, phase romantique, il y a la suite qui s'appelle lutte de pouvoir, et on doit apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, c'est tout à fait autre chose que de tomber amoureux des beaux yeux de mon mari, là. Ah bah oui. Donc vous rencontrez l'Imago, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui.
15 ans après, plein de disputes. Ouais. En fait, j'étais de nouveau sur le point de me dire que, voilà, j'étais pas douée pour le couple et puis il valait mieux qu'on se sépare D'accord, ouais. et que je voulais encore réfléchir et puis en partant, je suis partie une semaine me recueillir, me retirer et en partant, je suis tombée sur le livre de Harvey Hendricks, qui est le fondateur de l'Imago. Il avait écrit un livre qui s'appelait Le défi du couple et en lisant ce livre, je me suis reconnue dans toutes les pages. Et j'étais sciée, scotchée et j'ai téléphoné à Carlo et je lui dis, écoute Carlo, j'ai trouvé les problèmes qu'on a, je sais ce qui se passe, On n'est pas seul. on n'est pas seul, ça va, on va trouver une solution et tout. Et je lui ai demandé de lire ce livre, chose qu'il faisait jamais quand je lui demandais de lire des livres. Il les empilait sur la table de nuit, là, et puis là, il a lu, parce que peut-être t'as senti aussi qu'on était vraiment en danger. Oui, puis j'en ai marre aussi de ces conflits Et répétitifs. C'est des souffrances gratuites. ouais, c'est vrai, puis ça éloigne. En le disant, il m'a dit « Ah ouais ». Et à cette époque-là, il y avait qu'une personne qui donnait des stages Imago en français au Canada. Et je lui dis « Ben alors, on part au Canada ». Parce qu'il y a les baleines, on peut aller au Canada. Donc, T'as du sac sur le Saint-Laurent, ouais. c'est vraiment intéressant parce que moi, la motivation, c'est on a quelqu'un qui le fait en français et lui, la motivation, c'est Le OK, voyage. il y a des baleines, c'est intéressant, voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert Imago. Très rapidement, ça a commencé à changer notre relation. Même si au début, c'était pas évident parce qu'il faut quand même intégrer une méthode, il faut sortir d'un paradigme pour entrer dans un nouveau paradigme, mais c'est pas toujours facile. Mais assez rapidement, quand même, il y a des choses qui se sont passées. Et un jour, l'outil m'a permis vraiment de sortir de ma zone de réaction quand Carla me parlait et de voir la partie blessée de Carla. Et ça a été comme un déclic. En voyant la partie blessée de Carla, la petite fille, quand elle me racontait ces histoires d'enfance que j'avais déjà entendues 20 fois. Oui, c'est ça, tu n'apprenais rien. J'apprenais rien Ouais. de nouveau dans les faits, mais je l'ai appris au niveau du cœur, au niveau de l'empathie, au niveau à un autre niveau, parce que quand j'ai pu entendre, sans me justifier, que j'ai pu entendre que c'était la petite fille blessée de Carla qui appelait au secours, ça m'a bouleversé. Et je la voyais, cette petite fille, et je la voyais, et à ce moment-là, je pense que j'étais connecté aussi avec le petit garçon qui n'a pas été vu. Et donc là, c'est la première fois que j'ai nouveau eu des larmes, alors que j'avais arrêté de pleurer depuis l'âge de 10 ans, volontairement, parce que j'avais été humilié, etc. Et j'avais plus versé une larme jusqu'à l'âge de 44 ans. Et ce jour-là, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte. Alors je dis pas que tout a été rose à partir de là, mais quelque chose, une nouvelle relation a commencé. Donc si on rejoue la scène du marché, après, ça se passait comment entre vous? La scène du marché, il peut y aller tout seul s'il veut. Oui, Dieu. Et puis, on peut aller les deux, puis il peut parler avec qui il veut, et puis, du reste, on va plus au marché parce que le marché, il est dans notre jardin. il est dans le jardin. Problème résolu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le avant-après, concrètement, il se matérialisait comment? Il se matérialisait que je pense qu'on n'est plus dans nos comportements. Si Carla avait le sentiment que je l'oubliais un peu, elle me dit simplement, oh, tu m'oublies pas? Ben voilà, je dis, oui, je suis un peu en train de partir dans mes vieilles habitudes. Je m'arrête, j'attends qu'on soit ensemble et puis on continue ensemble. Et puis bon, moi, j'ai arrêté d'être abandonnique. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai réalisé, mais tu attends tellement de cet homme, quoi. C'est toi qui dois te prendre en main. Et puis quand tu as besoin de lui, tu lui demandes. Tu peux aller lui dire, Carlo, j'ai vraiment besoin là que tu me prennes dans les bras ou que tu t'intéresses à moi ou que tu me parles ou est-ce que tu peux m'accorder ceci ou cela? Je suis assez grande pour aller demander mais surtout aussi, moi, quand j'étais plus jeune, tout ce que je voulais, ça m'était dû. Il devait, puisqu'il est mon mari. Il devait m'aimer, il devait me donner ce dont j'ai besoin, il devait me satisfaire, en gros. Ouais. Avec comme réaction, mais elle m'étouffe, elle veut diriger ma vie et j'ai pas d'espace, etc. Ce problème d'abandon qui était très violent chez moi, il a disparu. Ouais. Il a disparu avec Imago. Alors, je dis pas maintenant le jour où on sera séparés par la mort, par exemple. Je pense que je vais de nouveau sentir à quel point je suis seule. Je sais pas, mais dans la vie de tous les jours, comme ça, dans le couple, vraiment pour moi, Carlo, il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Puis on peut se dire quand on a besoin
De se retrouver. de se retrouver, ou puis ça se fait spontanément parce que on a juste réellement envie d'être ensemble. Il y a une fluidité C'est- maintenant c'est- dans la relation qui Qui est incroyable qui est par rapport énorme, à... quoi. Je veux dire, on n'a plus à se préoccuper. Du moment qu'on se préoccupe secrètement, j'ai envie de dire, du partenaire, du moment qu'il y a une attention permanente de dire oui, je sais que Carla aime faire ça, a besoin de ça, et donc je vais le faire, et vice versa. On n'a plus besoin de faire des plans pour essayer de restaurer, réparer. Voilà, on a dû le faire à travers notre évolution, notre travail de couple, avec les dialogues, avec notre méthode, j'ai envie de dire. Mais maintenant, ça se fait spontanément et naturellement. En fait, moi, j'ai découvert quelque chose, c'est vraiment le cadeau pour moi. Je me suis dit: «Waouh, mais vraiment le couple, ça a du sens, mais incroyable le sens que ça a!» Parce que des fois, on pourrait se poser la question si ça a du sens, mais je me suis dit: «Mais vraiment, c'est un puissant moteur d'évolution personnelle et relationnelle». Parce que moi, j'ai complètement changé, lui aussi. Lui aussi, hein, parce que par rapport à quand je l'ai rencontré, il a pris une assurance, une ampleur qu'il n'avait pas. Et donc, quelque part, on s'est accompagné à travers nos conflits dans une évolution incroyable. Et ça, c'est une chose que j'aimerais beaucoup dire aux couples. Leur dire, vous savez, ça a un sens vraiment beau. En fait, ce qui se passe, c'est que en tant qu'individu, en tant qu'enfant, avec nos histoires de personnelles, d'histoires, on a tous été plus ou moins blessés. Mais surtout, ce qui est important, bon, les blessures, c'est pas la chose la plus importante. Ce qui est plus important de comprendre, c'est qu'on a développé des protections et on rejoue nos protections dans le couple. Parce que le partenaire nous replonge toujours là où on était blessé. Et alors vous, c'était quoi ce qui vous replongeait? Bon, la blessure de base, c'est rejet, abandon. Ouais. Ouais, le sentiment de pas exister, c'est, je crois, la blessure universelle. Mhm. La peur de pas exister, de pas être vu, de pas avoir sa place, etc. Ouais, de pas. Qui se manifeste de manière différente, Mhm. bien sûr, mais fondamentalement, c'est ce qu'on retrouve dans presque tous les couples. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que dans le couple, évidemment, quand on peut lâcher ces systèmes de protection, alors il y a des parts de nous-mêmes qui peuvent s'exprimer beaucoup plus. Tu disais que j'avais pris plus d'ampleur, plus de place, etc. Oui, parce que moi, je fonctionnais, je crois, beaucoup avec être connu sur le faire, agir, faire du sport, faire des résultats, gagner, travailler, construire. J'ai construit on a habité 3 maisons, je bossais sans arrêt, et je pensais que c'était comme ça que je pouvais exister. Or, c'était au détriment de plein d'autres fonctions qui sont simplement l'expression, la curiosité, l'originalité, enfin et ça, c'est grâce à nos conflits de couple qu'on a pu traverser et qu'on a pu, avec les outils qu'on avait, là, l'Imago, mais qu'on a pu traverser et puis, petit à petit, retrouver ces parts de nous-mêmes qui étaient dans un congélateur. Est-ce que cette progression entre vous, cet apaisement, il est venu directement ou ça a quand même pris des années, petit à petit? Ça s'est fait progressivement. On a fait selon moi, des petits progrès, et puis ça retombait dans les mêmes pièges, et on travaillait, et on retombait, et on travaillait. Mais chaque fois, avec peut-être, moi je me rends compte, en tout cas en ce qui me concerne, avec un peu plus de conscience chaque fois. Toujours la même souffrance à faire ce travail, parce que pour moi, chaque fois de recommencer des dialogues, de faire ce travail avec Carla, c'est toujours avec la peur d'être rejeté. Pour Carla, je pense, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais c'est le travail en couple, un dialogue, etc. Ça te rapproche du sentiment d'être vu, d'exister, donc ça te nourrit. Et moi, ça me crée souvent de la peur. Mais bon, on a continué à faire ce travail, et je sens que tout n'est pas encore fini. Je sens qu'il y a encore un bout du travail à faire, et j'espère que j'aurai le temps de le faire avant la fin de ma vie, mais c'est ça à quoi j'aspire, c'est de sortir de la réactivité, c'est de pouvoir aimer simplement l'autre là comme il est, là où il est, arrêter d'avoir peur de plus d'être rejeté, enfin toutes ces choses-là, mais ça s'est fait très très progressivement. Mais comme c'est chaque fois un cadeau, je pense que ça nous encourage à continuer. Oui, je dois dire que ça prend du temps, mais comme je disais tout à l'heure, maintenant on est très sécurisé et paisible parce que on sait quoi faire. Si on a un problème, on sait quoi faire. Donc on sait qu'on va plus jamais se sentir dans cette phase où qu'est-ce que je fais avec lui, pourquoi je suis là, est-ce qu'il faut maintenir ce couple, c'est pas satisfaisant, toutes ces choses-là,
franchement, elles sont plus là maintenant. Ouais. Il y a une grande paix. Et puis, en fait, on sait qu'on doit encore travailler sur nous, mais c'est bien pour ça qu'on est sur la planète. Et puis, on peut y aller jusqu'au bout. Je pense que même le moment de la mort, vu qu'on est quand même âgé maintenant, ce sera encore un moment extrêmement important de la vie où on pourra progresser, j'imagine. Si on écarte un peu la partie imago et blessure, communication, sur les autres aspects, le fait d'être toujours curieux, d'aimer passer du temps ensemble, d'avoir aussi une sexualité qui soit épanouissante, comment on fait pendant 46 ans pour transformer une relation qui est ce qu'elle est au début, mais qui doit forcément, j'imagine, évoluer en 46 ans? Il faut qu'on développe notre conscience dans la relation. Autrement, on est dans une histoire égoïste et on est toujours en train de nourrir son ego, mais c'est d'oser sortir de cet ego, parce que plus on nourrit notre ego, c'est-à-dire on se satisfait soi-même et l'autre doit se satisfaire aussi de son côté tout seul, et ça c'est le développement individuel, c'est bien à un certain temps, mais à partir d'un moment il y a une relation. Nous on dit toujours entre nous il y a un espace, et qu'il faut nettoyer cet espace, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on échange, il faut qu'on ait des projets, il faut qu'on se félicite, il faut qu'on s'encourage. S'il n'y a pas cette conscience-là, le couple va soit finir, je pense, par être un ennui, une cohabitation, ou alors une zone de conflit permanent. Votre lien maintenant, à 70 ans, il est pas le même qu'à 30 ans, j'imagine. 76. Je vous rajeunis. Même presque 78. Ok. Rien que dans la manière, je sais pas, de passer du temps ensemble, d'être tendre l'un avec l'autre, ça évolue, j'imagine. Oui, Ouais. bien sûr, ça évolue, oui. Et ça évolue naturellement. Ça se fait tout seul. La vie, elle nous propose sans arrêt des choses, et si on reste ouvert, je pense que c'est assez facile. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir une bonne relation. Parce que si on n'a pas cette bonne relation, on est inconfortable tout le temps, partout. Vous pouvez aller dans un hôtel 5 étoiles, si la relation est pas bonne, ce sera pas drôle. Faut rester vigilant qu'on veut garder en permanence cette belle énergie entre nous. Et c'est pas facile. Il y a des fois, elle est pas là du tout. Donc, on dit, OK, viens, il faut qu'on parle parce que je me sens plus, j'ai l'impression que ci ou que ça, voilà. Et puis, à ce moment-là, on fait notre travail et on remet le lien. Dès qu'il y a ce lien, peu importe ce qu'on fait, si on va grimper la montagne, voir des amis, voir une pièce de théâtre, tout va bien. Je pense que c'est cette conscience, cette vigilance, cette attention à l'autre, à cet À espace, l'instant présent. à être attentif sans être dans une préoccupation permanente de l'autre, mais avoir une part de conscience de où en est l'autre, qu'est-ce qui se passe pour lui, pour elle, et être juste dans cet accueil, et de faire juste ce qu'il faut pour permettre à l'autre aussi de se sentir en sécurité. Je pense que c'est ça que j'appelle la conscience. C'est pas seulement la conscience de ce que c'est que ma vie, où je dois aller, qu'est-ce que je veux faire, ce que je parle vraiment, ce que je disais tout à l'heure, comme une part d'ego qu'on nourrit. On a besoin d'avoir aussi un ego, c'est bien clair, mais d'avoir en permanence, en même temps que je nourris ma vie, d'avoir cette vision panoramique de l'autre et ma femme, où elle en est dans sa vie, comment est-ce que je pense qu'elle est. Et si je ne sais pas, je lui pose la question. Et s'il y a des choses qui vont pas, on en parle. Et je pense que c'est ça qui permet de maintenir un climat de sécurité dans cet espace du couple. Quand il y a de la sécurité, les choses se font naturellement, beaucoup plus naturellement. On n'a plus besoin de se préoccuper tout le temps, de faire de la thérapie dans sa tête ou je sais pas quoi. Ouais, de se poser trop de questions. On vit les choses et puis tout à coup, hop, il y a un truc qui coince un petit peu dans la relation. Eh ben, on en parle. Oui, puis j'aimerais dire que la spiritualité est très importante aussi dans le couple. Il y a le physique, il y a le psychologique, et il y a le spirituel, et que en fait, même s'il n'y a pas une religion ou s'il n'y a pas une obédience, on peut être tout à fait sans religion, mais c'est important que le couple définisse qu'est-ce que ça va être pour lui, le côté qui l'élève, qui va l'élever. Alors il y a des couples, ils vont tout simplement avoir une religion. Et il y a des couples, ce sera un travail de conscience, psychologique, spirituel, la méditation, des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire que ça aussi c'est important, parce que si on base notre union que sur du physique,
ah oui, il ou elle me plaît tellement physiquement et tout ça, ça va pas durer. Il faut vraiment qu'il y ait ces 3 niveaux. Ces niveaux qu'on fait attention physiquement de se nourrir, psychologiquement en travaillant les problèmes et spirituellement aussi d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est au couple à définir comment. Vous, ça s'est matérialisé comment, par exemple? On était dans le désert en Amérique et j'ai posé la question à Carlos, ce sera quoi ta spiritualité? Parce que moi, je médite beaucoup. Depuis que j'ai l'âge de 30 ans, je médite. Lui, pas du tout. Il m'a regardé et il m'a dit, eh ben, c'est quand on fera imago. C'est-à-dire quand on fera du travail de couple. Du travail de couple. Parce que pour moi, c'est un travail psychologique ou affectif, émotionnel peut-être, mais au-delà, c'est un travail aussi spirituel. Ouais. Parce que c'est aussi, comme tu le disais très justement, c'est d'aller de chercher à élever et non pas de se satisfaire, de juste alors bien sûr se rassurer, ça c'est important, mais pas juste se satisfaire pour soi-même, mais d'essayer d'élever le couple vers quelque chose d'une autre dimension. Et je peux pas l'expliquer là, c'est un peu complexe, mais de viser à élever quoi, à élever la conscience, à élever la capacité d'empathie, et d'élever la compassion, d'apprendre à aimer l'autre, alors qu'il nous dérange, alors qu'il y a des aspects qui nous cassent les pieds, alors que des fois je vois Carla dire elle recommence à faire comme ça, de m'énerve. D'arriver à aimer cette partie et non pas à la juger, mais à l'aimer parce qu'elle fait partie de la personne. En fait, par rapport à la spiritualité, c'est aussi que on peut lâcher toutes nos exigences, nos demandes, nos attentes. C'est vraiment de mettre le focus sur se préoccuper plus de l'autre que soi, mais pas à n'importe quel âge. Là, je parle quand tout ce travail de transmutation est bien en route. Ça veut dire, nous, c'est depuis qu'on a peut-être 65 ans qu'on se permet de dire, OK, mais tu es plus important que moi. Puis maintenant, c'est ça. Mais avant ça, il fallait qu'on trouve un équilibre intérieur. C'est pour ça que chaque personne doit d'abord se construire vraiment bien elle-même, et puis ensuite on peut mettre ce focus là-dessus. Parce que pour moi, l'amour, c'est pas avoir ce que je veux, être contente, être satisfaite. C'est quelque chose où, au contraire, j'ai tout lâché et puis je laisse vibrer cet amour dans l'univers. C'est pas quelque chose où je veux des choses pour moi, c'est des choses où c'est là et on le vit. Donc, quelque part, c'est ça le but final, que je suis pas sûre qu'on atteindra avant notre mort, j'en sais rien, mais Ouais, il y a en fait dans une première tranche de vie, dans notre histoire, chacun a dû beaucoup travailler sur son ego, c'est-à-dire construire aussi un ego d'abord, et puis petit à petit le lâcher, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça à quoi on vise, c'est de pouvoir mettre, je répète ce que tu viens de dire, en fait, de mettre plus l'accent sur apprendre à aimer l'autre, donner ce dont il a tellement besoin, plutôt que d'attendre que l'autre me donne. Et si on fait les deux, ce chemin en même temps, on passe par une autre route. S'intéresser à l'autre, et on le fait dans les deux sens, alors il y a plus d'attente, il y a plus de... Bien sûr qu'il faut exprimer ses besoins, on les exprime encore beaucoup, moi j'aurais besoin que ce soit plus comme ci ou comme ça, mais écouter l'autre plutôt que d'attendre que l'autre me donne ce dont j'ai besoin. Et ça modifie complètement la vie. Je trouve que c'est une nouvelle voie, mais qu'il était impossible de suivre il y a quelques années en arrière. Parce qu'on est trop attaché à nos trucs, à nos blessures, à nos besoins, à nos demandes, etc. 45 ans, 46 ans de vie ensemble, ça explique un peu aussi qu'il y a des étapes, on n'est pas les mêmes. Bien sûr. Ce chemin et qui on devient aujourd'hui. Vous avez parlé de la mort et de la vieillesse tout à l'heure. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez entre vous? Je pense que ça peut intéresser peut-être beaucoup de gens qui sont un peu à ce même stade, de se dire, en fait, déjà, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un de nous qui part plus tôt que l'autre? Comment on vit ça aussi? On a frôlé ça une fois parce que Carlo a dû être opéré immédiatement à cœur ouvert. Et donc là, il y avait eu un moment très particulier parce que pour Carlo, il pourra raconter ce qu'il a vécu. Mais moi, j'étais là à rien oser dire parce que lui, il était très brave, très joyeux, très ouvert à cette opération. Moi, j'avais quand même peur de le perdre. Et dans ce moment-là, je me suis dit, lui, il est content, il est heureux, il croit que tout va bien aller, tu peux pas faire autre chose que de le suivre là-dedans. Parce que si tu commences à lui dire que toi pas, ça va être horrible. Donc là, j'étais assez étonnée de comment il a pris les choses.
tellement bien, mais aussi j'ai eu le courage de le suivre là-dedans. De le stresser, Ouais. de lui mettre ton stress dessus alors Voilà, que... j'ai pas Ouais. du tout mis le stress dessus, j'ai été courageuse, je trouve, parce que lui, il était dans son histoire, j'ai rien dit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait dit pas grand-chose sur la mort, parce que je pense toi, tu voulais pas mourir du tout, donc. Alors après, on avait quand même nos choses qui étaient en ordre avec, on avait vu un notaire, mais longtemps avant, pas lié à cet événement. Et maintenant qu'on a notre amie qui vient de perdre son mari, on a repris rendez-vous chez un notaire parce que on va prendre ça plus au sérieux. On se rend compte tout d'un coup qu'on pourrait demain ne plus être ensemble et qu'il faut qu'on soit prêt à tous les niveaux. Et à notre âge, c'est surtout pour moi, parce qu'au niveau sentimental, amoureux, ça va arriver, on pourra rien faire et il faudra le vivre et ce sera comme ça, mais on est en ordre. Je ne sens pas que je dois faire toutes sortes de choses pour me sentir bien avec toi, Carlo, avant de mourir. Je sens qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Donc voilà. Ça me touche. Ouais. Par contre, je me dis, si tu partais, ici, je serais paumée. Voilà, ça, c'est autre chose. Donc, je vais plus me préparer à ce plan-là, apprendre l'ordinateur, les machins, tout que j'ai jamais voulu apprendre, plutôt que... Au niveau de l'âme, si on peut le dire comme ça, du cœur, je crois qu'on est en ordre. On a fait le chemin, on a été, la vie nous a permis de faire ce travail. Et là, moi, j'ai beaucoup de gratitude parce que je me sens en paix. Et si je peux reprendre l'histoire de l'opération, ce qui m'a complètement transformé, bouleversé, c'était que au moment où j'ai appris à l'hôpital, après un examen, 2 chirurgiens sont venus au pied du lit, ils m'ont dit il faut opérer tout de suite. J'ai essayé de négocier, comme ça se fait en général, donc on peut pas mettre des stents ou je sais pas quoi. Ils m'ont dit non, ça se peut pas. Donc j'ai vu tout ça et je sais, étant donné que mon père est mort de ça, mon oncle, mon grand-père, enfin tout le monde est mort de problèmes cardiaques. Et mon père aussi. Et ton père, donc on a vraiment des antécédents très lourds, quoi. J'étais effondré. Les médecins sont partis, j'étais au fond du lit, j'étais complètement, je me dis voilà, c'est même pas que je vais mourir, mais ma vie va s'arrêter là, je pourrais plus faire de la montagne, donc j'étais vraiment effondré. Et puis tout à coup, tout seul dans ma chambre, tout à coup, il y a une image qui m'est venue, je me suis dit mais de toute ma vie, j'ai 70 ans à peu près, j'ai jamais eu de problème grave de santé, jamais. Mais quelle chance j'ai eu. Et c'est la gratitude qui a pris la place de la peur. Et c'est une expérience incroyable. Ça, c'est vraiment une histoire personnelle, je dis de moi face à moi, mais tout à coup, il y a eu ce sentiment de gratitude et que voilà, j'allais vivre une expérience que tout être humain doit être amené à vivre d'une façon ou d'une autre. Un truc qui va très loin. Et donc, ça a été remplacé par la gratitude, la curiosité, la joie de vivre quelque chose que je devais vivre. Et la seule chose, parce que j'ai dû signer un papier comme quoi il y avait 10% de chances que je me relève pas de l'opération, et donc j'ai dû accepter ça. Et donc, je me suis trouvé la nuit avant l'opération, tout seul dans mon hôpital, à me dire, ouais, peut-être une chance sur 10 que tu reviennes pas. Et donc, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai passé en revue un peu toute ma vie, toutes mes histoires. Et la seule chose qui m'a attristé, c'est de... Ouais, moi aussi, ça me touche. Finalement, c'est de dire, voilà, je lâche quelqu'un qui m'a accompagné toute cette vie. Je la laisse avec les problèmes matériels, parce que pour le reste, c'était plus ou moins en ordre quand même. Et donc là, j'étais un peu triste. Et puis les enfants les petits-enfants, les enfants, ils sont assez grands, mais les petits-enfants, pour qui on est encore des images, on représente des images importantes, de les lâcher, de les abandonner en cours de route, c'est comme si j'avais pas fini mon job. Et de trahir un peu quelque part. Et puis bon, voilà, j'ai fait traverser ça, mais je me suis retrouvé très serein et ça s'est passé d'une manière absolument incroyable, cette opération, parce que une année après, j'étais devant l'Himalaya, dans mes montagnes, à 6000 mètres, à 6000 mètres pour tester mon cœur. Donc, voilà, mais je pense que toute cette confrontation nous a mis aussi en paix, sauf qu'il faut qu'on règle nos problèmes matériels terrestres, quoi, voilà. Disons, moi, je me rends compte que
qu'il y a plein de choses que je sais pas faire sans toi. Alors c'est vrai que depuis que cet ami est mort, là, je me dis ça, tu saurais le faire? Non. Ça, tu saurais le faire? Non. Ça, tu saurais le faire? Non. Et donc, c'est vrai que je suis un peu dans je suis beaucoup plus consciente qu'il faut que je me prépare. Parce que finalement, on se croit éternel, hein, c'est fou, quoi. Dans ma tête, comme ça, j'ai encore plein de projets, je veux encore travailler, il y a un truc comme ça où on se croit éternel. Et c'est pas vrai. En tout cas, je trouve ça assez incroyable de se dire que si l'un ou l'autre part en premier, les choses seront complètement apaisées entre vous et que je pense que c'est assez rare de se dire bon bah voilà, on se quitte, mais il y a plus de rancœur, ça a été que de l'apaisement les dernières années. Oui, ça a été toute une vie. On a été beaucoup Mais je veux juste rajouter, on n'a pas fini. Oui, excusez-moi. Oui. Non, mais je pense que ça peut parler à beaucoup de gens parce que voilà. Oui. On peut imaginer, et on peut vivre encore bien des années, bien sûr, on l'espère, mais on peut être aussi amené à être séparé par la mort, l'un ou l'autre, pour toutes sortes de raisons, tu dirais. Et à tout âge d'ailleurs. Enfin, tout âge, mais là, on sait que les statistiques à notre commencent à nous sont moins favorables. Moins favorables, voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui nous met, moi en tout cas, ce qui me met en paix, c'est que lié au fait que c'était très difficile, mais aussi parce qu'on était chargé de beaucoup d'histoires du passé, de notre histoire, nos histoires personnelles, et qu'on a été confrontés, et qu'on a dû travailler beaucoup. Ça nous a beaucoup permis de nous élever dans nos consciences, dans notre capacité d'aimer l'autre. C'est que les conflits, les difficultés qu'on a rencontrées tout au long d'une partie de notre vie, et qui ont continué encore après, ont été d'une aide énorme, parce qu'on a pu en faire quelque chose. Et ça, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu faire tout ce chemin avec Carla, d'avoir rencontré, de s'être choisi aussi parce que on n'était pas facile l'un pour l'autre, mais on n'est pas resté sur dans ce conflit perpétuel ou bien d'abandonner, de jeter les planches et de dire bon, on va trouver quelqu'un d'autre, mais de perpétuellement reprendre, recommencer. Et c'est un cadeau merveilleux parce que finalement, c'est pas la fin qui compte, c'est le chemin. Et c'est un chemin qui nous a amenés dans des endroits incroyables. Justement, le fait de travailler ensemble, de découvrir que derrière nos conflits, nos tensions, il y avait tellement d'envie de vivre la vie, de créer, d'inventer, d'innover. Et je dirais pas tout ce qu'on a eu la chance de vivre. Oui, parce que d'organiser, il y a eu du théâtre, on a conçu un théâtre dans notre maison, on a monté, tu as beaucoup monté de pièces, c'est invraisemblable la quantité de choses qu'on a pu réaliser, vivre ensemble. Mais ça, en grande partie grâce à nos conflits. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais parce que les conflits nous ont amenés à chaque fois monter une étape. Et puis grâce à une authenticité, parce que j'ai envie de dire, si on se dit, ah non, je vais pas faire de problème, je vais pas faire de conflit. Parce que c'est désagréable quand même au moment où ça arrive, hein. Donc, il faut quand même aussi avoir un certain courage de dire des fois, tant pis si ce sera pas facile, mais je vais quand même parler de ça. Ou je vais quand même reprendre ce problème qu'on a eu. Il y en a certains de ces problèmes qu'on peut laisser tomber, mais il y en a qu'il faut pas laisser tomber. Et je pense que moi, je l'aurais pas choisi. Peut-être que je tombais sur une autre personne, mais si j'avais pas rencontré Carla, parce que j'étais pas dans cet esprit, je cherchais plutôt le confort, mais une espèce de confort de circonstance, éviter les choses compliquées. Et là, le fait qu'on se rencontre et que Carla a cette rectitude, cette manière de vouloir aller jusqu'au bout, de vérité, de transparence, et ben en acceptant de rester, de vivre avec ça et de travailler avec ça, ça m'a permis vraiment d'avoir une vie beaucoup plus riche. Et puis votre histoire est aussi marquée par la transmission que vous avez faite, puisque vous avez accompagné à peu près 15 000 couples, c'est ça? Est-ce que vous voulez parler de l'accompagnement que vous avez fait, de celui que vous faites maintenant, des livres aussi que vous avez écrits? Oui, oui, on a beaucoup travaillé l'imago, on a développé cet imago, on a développé en francophonie, voilà. Et puis, on a vu tous ces couples, on a beaucoup voyagé, on a été dans beaucoup de villes de France, de Belgique et à l'île Maurice. Puis, arrivé le moment où on a dit stop, maintenant on arrête.
Je vais juste dire que ça fait 8 ans qu'on a dit stop, mais qu'on a toujours pas arrêté. On a notre fils qui nous a poussé. Il est venu participer au dernier stage qu'on a donné en France. Et à la fin du stage, parce qu'il voulait vraiment savoir un peu ce qu'on fait, il nous a dit non, mais vous pouvez pas arrêter comme ça. Et donc, il nous a proposé de faire un stage en ligne. Alors nous, on a dit écoute, doucement, nous, on est incapable de travailler sur les médias, les trucs comme ça. Il n'y a pas de souci, je m'en occupe avec ma femme, on est compétent pour ça. Et voilà qu'on a lancé un projet qui est en route maintenant. C'est un stage en ligne sur 12 semaines avec des 6 fois des visioconférences, un manuel qu'on a revu pour les couples, etc. Et maintenant ça tourne quoi. Ça s'appelle l'art du couple. Hein. Et tout le monde peut y accéder. On écrit une petite revue, un mini-magazine tous les mois avec 4 articles, qui est gratuite. Mmh. Et on aimerait vraiment que ce travail, on le fait pas pour nous, on le fait parce qu'on aimerait faire connaître. C'est la dernière chose qu'on va faire, je pense vraiment pour cet imago, pour les couples, parce qu'on y croit tellement à cet outil et que on aimerait le diffuser le plus possible, le faire connaître. Et ça, c'est une opportunité de toucher plus de monde. Et puis surtout, une fois qu'on se donne encore 2-3 ans, vraiment, parce qu'à 80 ans, on aimerait peut-être quand même viser autre chose, de pouvoir ensuite le transmettre à des thérapeutes, surtout en France, parce que c'est là qu'il y a le plus d'intérêt, et que d'autres thérapeutes puissent reprendre ça et le continuer, et que ça puisse exister, voilà. Donc on est prêt, on met encore l'énergie pour le faire démarrer, et quand ce sera en route, ce sera vraiment le moment de se retirer. Voilà, c'est en ligne et puis on espère que beaucoup de personnes pourront le profiter. Et puis c'est des jeunes thérapeutes qui vont nous remplacer parce que voilà, je pense qu'on avait dit jusqu'à 80 ans, donc ça approche vite. Voilà. Je vous remercie de nous avoir interviewés parce que ça m'a touchée, hein, ce qu'on a parlé autour de la mort et que c'est un cadeau aussi parce que j'aurais pas pensé. Si vous étiez pas là, on n'aurait pas dit viens, on parle de la mort. Enfin, si tu n'étais pas là. Ouais, ben moi je te remercie aussi d'avoir donné la possibilité de partager cette passion, et puis notre vie surtout, qui a été beaucoup nourrie par cette passion aussi, puisque ça fait quand même 30 ans. Voilà, et que j'espère vraiment que beaucoup de couples puissent en profiter. Tout le monde ne peut pas accéder à ça forcément parce que c'est peut-être pas le moment précis dans la vie, il y a tellement d'autres préoccupations, mais s'ils peuvent garder dans leur esprit une petite classe pour savoir qu'un jour ou l'autre il y a des outils, des moyens pour le couple, pour pas abandonner en cours de route, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Si cet épisode vous a plu, notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire, partagez l'épisode autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir le projet. Et pour suivre les coulisses du podcast, rejoignez-moi sur Instagram @ensemble.podcast. À très vite pour un nouvel épisode.